Le livre couvre l'architecture du canton de Vaud entre 1975 et 2000. Pourquoi ces deux dates? La première raison, c'est qu'au fait, le livre suit une première ouvrage qui couvrait justement la période de 1920 à 1975. La deuxième, c'est que 1975, c'est une date assez symbolique. C'est ce qu'on considère la fin des 30 Glorieuses, la mise en crise de la modernité. Ça va correspondre à pas mal de crises, notamment pétrolières, mais aussi des arrêts fédéraux urgents de la Confédération, qui vont en quelque sorte arrêter la construction et va mettre un peu la profession en crise. Dans ce genre de situation, d'habitude, ça correspond justement à une période de réflexion, de remise en cause de plusieurs valeurs, notamment de la modernité, l'émergence de nouvelles sensibilités patrimoniales, écologiques et autres. Donc c'est en quelque sorte une date assez charnière. 2000, c'est une date plus symbolique, elle correspond évidemment au changement de siècle, mais elle correspond aussi à une fin d'une période et une période suivante, c'est la partie des années 2000 qui va avoir un très très grand développement. Une de nos grandes surprises a été la quantité d'objets qui ont été réalisés entre 1975 et 2000. Ça correspond évidemment à une période qui nous semblait au départ être moins productive que celle des 30 Glorieuses, mais finalement, ça s'est avéré qu'on a pratiquement le même nombre d'objets. Ceci, évidemment, ça vient de deux phénomènes. La première, c'est qu'avec l'arrivée de l'autoroute 1964, les constructions se sont beaucoup décentralisées sur tout le canton. Et puis le deuxième phénomène aussi qui est évidemment corrélé à ça, c'est l'émergence d'énormément de transformations et de rénovations. C'est un domaine assez nouveau pour les architectes, mais qui va avoir une très grande amplitude, et ce qui fait qu'à la fin, on a effectivement pas mal d'objets qui correspondent donc au corpus de ce livre. Alors, la production entre 1975 et 2000 correspond à trois découpages qui sont pratiquement ceux des décennies. Le premier correspond aux années 1970, donc c'est cette période de crise dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Donc il y a très peu de réalisations et surtout une espèce d'effervescence qui va correspondre évidemment à des phénomènes comme mai 68, même si ils ont eu des impacts moindres en Suisse. La deuxième décennie, c'est celle des années 80, donc ça, c'est la période des grands équipements. Donc, toutes les communes, qu'elles soient centrales ou périphériques, vont faire pour la plupart des centres communaux, des grands équipements scolaires, des grands équipements sportifs. Et donc cette période-là, des années 80, il va correspondre en architecture à ce qu'on appelait la période postmoderne, qui correspond donc à un retour au fondement de l'architecture, à l'histoire et en termes de projet, à l'adoption des règles classiques de la symétrie, de la composition, de l'équilibre des masses et autres. Donc c'est une période assez intéressante parce qu'elle correspond justement à une rupture dans la pensée architecturale qui a donné beaucoup de remous par ailleurs parce que ça correspond aussi à un changement de génération. La troisième période, c'est celle des années 90. Elle va aussi être en articulation avec des crises, notamment la crise des taux d'intérêt qui va se déclencher au milieu de la décennie des années 90, mais qui va correspondre justement à un retour à une attitude plus de retenue. Les excès formels de la décennie avant vont un peu s'atténuer. On va commencer à avoir des influences artistiques et en même temps, si vous voulez, les architectes vont faire beaucoup plus attention aux conditions économiques de leur production. Pour présenter au mieux ces trois décennies, on a décidé de constituer un corpus d'objets. Pour constituer ce corpus, on a procédé par dépouillement. Ça veut dire qu'on a dépouillé les revues d'architecture à l'échelle de la Suisse romande, de la Suisse, mais aussi des revues internationales. On s'est ensuite appuyé sur différentes archives, dont les monographies d'architectes qui étaient actifs à cette période. La nouveauté peut-être par rapport au premier ouvrage 2075, c'est qu'on a aussi pu s'appuyer sur les sites internet, puisque beaucoup des architectes dont on présente le travail sont encore actifs aujourd'hui et présentent leur liste de réalisations par leur site internet. À partir de ce corpus assez conséquent, on a opéré une sélection d'objets qui nous semblait le plus représentatif de cette période, que ce soit de façon architecturale, mais aussi par les préoccupations qu'ils reflétaient. On peut citer plusieurs exemples remarquables de cette période.
Par exemple, le gymnase cantonal à Nyon de Vincent Mangea, ou alors l'école de la construction à Tolochna de Patrick Mestellan et Bernard Gachet. Ce sont deux réalisations qui non seulement démontrent une force architecturale, mais de plus démontrent une conception de l'institution tout à fait différente. On a aussi, comme l'a évoqué Bruno, tout un chapitre qui parle de rénovation. Ce chapitre est divisé en fait en deux parties. L'une parle d'héritage ancien et l'autre d'héritage moderne. Par héritage ancien, on entend des bâtiments rénovés qui datent plutôt du 19e siècle ou avant. Par exemple, on peut citer la rénovation de l'abbaye de Beaumont par Ivan Koletchek et Gabriel Poncet, ou encore la réhabilitation des galeries du commerce en conservatoire de musique par le bureau lausannois Lanchon-Froidevaux. Dans les héritages modernes, un exemple très connu serait la rénovation du siège Nestlé par le bureau Richter et Dalrocha. Chaque fois qu'on fait un livre comme celui que Pauline et moi on a consacré ces dernières années sur l'architecture du canton de Vaud, se pose toujours la question d'une sorte de spécificité de l'architecture romande. C'est assez cyclique, c'est une question qui revient systématiquement. Et la question est bien entendu légitime. Depuis très très longtemps, on considère que l'architecture en Suisse romande, et c'est beaucoup distingué notamment de celle en Suisse alémanique, parce qu'elle correspond plutôt à une sphère d'influence française, alors que la sphère suisse alémanique serait plutôt en rapport avec l'Allemagne. C'est vrai que la modernité architecturale a un peu canalisé cette distinction-là et que les Romans ont toujours été considérés comme des gens qui ont été assez proches justement d'une sorte de culture architecturale classique qui viendrait, dont la source viendrait de France. Et c'est vrai aussi que la Suisse romande, elle a eu les deux grandes écoles qui ont été créées à Genève et à Lausanne, qui étaient donc dirigées par des grands prix de Rome. Donc il y a une influence effectivement de l'architecture Beaux-Arts qui a teinté en quelque sorte l'architecture moderne et qui l'a distinguée assez fortement de l'architecture donc en Suisse allemande. La période qui nous a préoccupés entre 1975-2000, elle est un peu en charnière. La décennie des années 80 revient beaucoup à cette notion d'une culture classique, pas par le biais des beaux-arts, parce qu'ils n'existaient plus, donc les écoles avaient quitté ce champ-là, mais par le biais du retour à l'histoire. Et dans ce sens-là, il y a à nouveau une sorte de classicisme, plutôt un néoclassicisme qui s'est déclaré. Et donc, on a à nouveau, si vous voulez, une distinction très forte entre ce qui se passe en Suisse romande et ce qui va se faire à la même période en Suisse alémanique. Par la suite, les choses se sont un peu atténuées, en tout cas cette distance, parce qu'il y a une raison assez fondamentale. Dès 1973, le régime d'éducation de l'architecture au département d'architecture va s'ouvrir aux professeurs invités. Ça va être un point assez important. L'enseignement va se diversifier, il va véritablement devenir beaucoup plus international, lié à des personnalités reconnues ou en devenir. Et en même temps, il va y avoir le régime des stages qui vont beaucoup aussi se développer, avec des étudiants qui vont partir à Berlin, même plus loin, Shanghai et autres. Donc l'architecture qui est enseignée en Suisse romande n'est plus ancrée dans une espèce de culture locale. Il y a une culture locale certes, mais elle va aussi donc se diriger vers une vision beaucoup plus internationale. Donc de nos jours, je pense qu'on ne peut plus parler véritablement d'une architecture suisse romande, mais d'une architecture qui existe donc dans la Romandie. Ça c'est sûr, mais c'est une question toujours très intéressante. Alors, pour revenir à la période donc, de 1975-2000, il y a eu un matériau, notamment dans la décennie de 1980, qui a été parfaitement dominant. Je connais peu d'exemples dans l'histoire de l'architecture où un matériau a été aussi prédominant dans toutes les constructions. Ça a été la brique silico-calcaire. C'est certainement une filiation par rapport à la brique tessinoise qui s'avérait moins résistante. Donc, à ma connaissance, la première réalisation en silico-calcaire a été la colle de construction que Pauline citait tout à l'heure, de Mestellan et Gachet. Mais par la suite,
fait, il y a toute une série d'ouvrages qui vont être faits avec ce même matériau. Et ce qui est intéressant, c'est que le matériau n'est plus en quelque sorte un symbole des conditions fonctionnelles. Donc on va avoir la silicocalcaire pour une école, mais aussi pour des logements collectifs, pour une villa, pour un petit abri. Et en quelque sorte, c'est intéressant parce que ça va effectivement déteindre dans tout le canton de Vaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été aussi un tour de force des architectes parce que c'était un matériau qui était surtout utilisé dans les bâtiments utilitaires et ruraux. Donc là, il y a effectivement une question qui se pose. Par la suite, dans la décennie suivante, les années 90, on va commencer aussi à travailler avec beaucoup plus d'autres matériaux. Le béton revient en force, le bois aussi. Ça a à voir avec cette tendance minimaliste où le matériau devient beaucoup plus unique et n'a plus ce côté fondamentalement artisanal qu'avait la brique silico-calcaire, mais on cherche plutôt les effets des matériaux, ce qui n'était pas du tout le cas de la décennie d'avant. Enfin, l'autre point qui est aussi intéressant, c'est de comprendre que si on se rapporte au domaine des transformations et des rénovations, ça a été l'apprentissage des architectes. Au début, c'était véritablement un domaine dans lequel ils n'étaient pas véritablement formés. Et très rapidement, c'est devenu une spécificité assez intéressante. Donc, il y a eu le fameux exemple des galeries du commerce qui avait donné beaucoup de coulées d'encre pour des raisons politiques, mais qui a été une des premières réalisations assez notoires. Il faut dire aussi qu'au niveau cantonal, les services de Jean-Pierre Dresco ont véritablement développé une très grande connaissance en la matière. C'est une période où la rénovation a mené à des gros efforts, notamment par exemple si on prend à Nestlé de Richter de la Rocha, ça a amené à refaire complètement les façades, mais selon les profils de l'époque. Mais en même temps, il y a toujours à un moment donné la nécessité de montrer que c'est aussi une intervention contemporaine. Donc, on n'a pas du tout une espèce d'effacement des architectes face à l'œuvre patrimoniale, mais une conjugaison entre une attitude respectueuse du patrimoine et une affirmation à des moments précis, parfois même assez discrets, mais que l'intervention se fait à la fin du XXe siècle. Donc, présenté également au sein de ce livre, c'est le développement de 3 ensembles institutionnels lausannois. Donc, dans le chapitre planification, on explique le développement des sites du CHUV, de l'UNIL et de l'EPFL. Par rapport à l'EPFL, le livre commence en fait là où la première étape de planification du campus se termine. Donc la deuxième étape va s'inscrire dans une rupture, puisque la première, développée par le bureau Zweifel-Strickler, qui était en fait un bâtiment qui se développait comme un tapis horizontal selon un axe de référence est-ouest, avait été largement critiqué, puisque trop introverti, d'une architecture un peu grise, et parfois difficile à s'orienter à l'intérieur. Donc la deuxième étape va s'installer comme une rupture, et c'est à ce moment-là qu'on va construire la diagonale, qui s'inscrit en fait à 45 degrés par rapport au premier axe de référence est-ouest. On va aussi à cette période développer le parc scientifique au sud du campus, dont le premier bâtiment, qui est le centre de recherche des plasmas construit par l'atelier Cube, va marquer le premier édifice. Et la troisième étape de développement du campus, va débuter dans les années 90 et va essayer de s'inscrire comme l'unification des deux premières. Donc ce projet, développé par Dolph Schnebly, Tobias Hamann et Flora Rucha, va essayer d'unifier les différentes orientations qu'on trouve au sein du campus, non seulement en construisant des bâtiments basés sur l'axe est-ouest, mais aussi nord-sud, comme sur la deuxième étape, le tout unifié autour d'une grande place centrale. Donc pour terminer cette présentation du livre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une période qui finalement nous a beaucoup intéressés. On craignait ne pas avoir suffisamment de recul critique, c'est toujours une des points qui ressort toujours quand on se rapproche dans les temporalités. Mais finalement, ce sont des périodes qui sont tellement différentes de celles qu'on vit de nos jours et en même temps sont souvent aussi à l'origine de ce qu'on vit de nos jours. Donc c'est une période où il y a
beaucoup de construction quand même, donc les architectes n'ont pas été, donc à part les années 70, très enclins à participer à un débat public très, très intense. Mais en même temps, c'est une période où il y a eu des changements notoires dans l'apparition notamment de l'informatique, mais aussi une sorte d'élargissement très fort, très, très intense de la discipline. C'est pour la raison pour laquelle que Pauline et moi, on a décidé d'englober aussi un chapitre sur les espaces publics qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec l'architecture, mais qui finalement est de l'architecture, parce qu'au fait, justement, le métier d'architecte va devoir se confronter à des nouveaux domaines, comme celui justement de la ville et de ses aménagements, comme ce sera par la suite aussi la question de Lausanne Jardin, où les architectes seront aussi concernés. Bref, il y a eu effectivement donc un éclatement et puis un développement de la discipline qui est, à notre avis, extrêmement salutaire. Il n'en demeure pas moins qu'avec le recul, on peut constater qu'il y a toute une série d'ouvrages de très grande force architecturale, remarquables, et qu'au fond, ça couvre un très grand champ du patrimoine qui va de la petite Capite à la rénovation de la gare, aux grandes écoles, à des opérations de logement, bref. Vous avez tout le domaine fonctionnel du bâtir qui sont représentés.